nous, c'est très important aussi. Les entreprises ont besoin d'être accompagnées parce que le collaborateur qui retourne dans sa boîte et qui se massacre derrière, c'est pas OK, quoi. Donc, pour nous, c'était important aussi de pouvoir amener une réponse au niveau des entreprises. Voilà. Donc, on fait ça maintenant depuis quelques années. On essaye vraiment d'accompagner les collaborateurs aussi. Notamment au travers de politiques RH, d'accompagnement à la construction aussi d'une politique RH, handicap invisible, etc. Je voudrais juste ajouter une chose parce que c'est vrai qu'on n'est pas nécessairement formé, équipe RH, comment gérer ces situations. Et du coup, ce que je sais, c'est que les équipes RH ont tendance à s'orienter vers la médecine du travail pour trouver un minimum d'accompagnement. Or, même la médecine du travail n'est pas en capacité de ni accompagner les employeurs, mais aussi, bien souvent, les personnes qui sont atteintes de maladies ou qui reviennent après une absence longue durée. J'ai eu le cas avec une collaboratrice qui a été absente après une maladie chronique pendant plus de 2 ans, qui était complètement perdue, qui essayait d'interagir avec la médecine du travail, avec beaucoup de difficultés. Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, la lourdeur administrative, mais aussi la coordination avec ces médecins du travail qui ne sont pas forcément disponibles et qui sont finalement peut-être pas eux aussi formés à ces sujets-là. Et alors de suite la question, ça va être oui, le mi-temps thérapeutique, ok, ça va être on met du télétravail, et puis voilà, ça s'arrête là. Et puis oui, ok, peut-être l'invalidité, il faut chercher un reclassement. Donc en fait, il n'y a pas réellement d'accompagnement, ni pour les collaborateurs, en tout cas pas de toutes les médecines du travail, hein, c'est après une histoire d'expertise aussi, mais ni pour l'employeur qui va naturellement chercher cet accompagnement auprès de la médecine du travail qui n'est pas toujours formé. Merci aussi, on a 2 questions. Oui, bonsoir, Caroline. Moi, je voulais rebondir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait rebondir, parce que alors, chaque étape de tout ce que vous avez parlé, je l'ai revu 10 000 fois. Je voulais rebondir sur le monde du travail. En fait, c'est une bataille supplémentaire. Pour parler de mon expérience rapidement, je faisais partie d'une entreprise d'une 30aine de personnes dans un magasin de sport en montagne. Et on a des rythmes qui sont quand même assez élevés, surtout pendant l'hiver. Et quand je me suis retrouvée après mon cancer, j'ai fait une pause d'1 an parce que de toute façon, c'était pas possible de travailler. Quand je suis revenue, on a été assez à l'écoute. J'ai fait un mi-temps et puis on m'a fait comprendre que si je voulais rester responsable, et à l'époque, j'étais toujours très seule à ce moment-là, donc il fallait rentrer de l'argent pour payer les factures, donc j'avais le choix entre soit bosser comme une dingue, soit mi-temps, et puis là, c'était plus compliqué. Donc je me suis retrouvée un peu pressée comme un citron. J'ai tenu 2 ans comme ça, et en avril de l'année dernière, j'ai tout bazardé parce que le corps n'en pouvait plus. Mais oui, c'est une autre bataille. Voilà, on sort d'une bataille, on a une autre derrière. Ok, qu'est-ce qu'on a comme choix? On comprend, Caro, on comprend, écoute, on va peut-être aménager tes heures. Mais non, en fait, quand on est sérieux, quand on est dans notre boulot, on se retrouve dans des rythmes qui sont infernaux jusqu'au jour où le corps dit stop, on t'en peut plus, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a comme choix? Voilà, je crois qu'effectivement, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas formés. J'ai vu des médecins du travail qui vont dire bon, vous avez eu un cancer, mais ça va, vous arrivez à tenir debout, l'enfant, machin, les skis, les trucs. Je dis ben ouais, je ne me pose pas la question, mais en fait, je suis juste crevée, quoi. Je suis crevée, mais quel choix j'ai? Voilà, le choix, il a été fait l'année dernière. J'ai dit j'arrête. Ah bon, mais tu vas revenir? Ah non, je crois pas. Non. On verra ça. Je vais me prendre 6 mois de vacances, tant pis. Il faut vivre, il faut faire autre chose. J'ai plus envie de ça. Voilà, donc je me suis lancée dans la médecine chinoise. Et puis plein de choses qui me font du bien à côté. Mais ouais, c'est un parcours du combattant, même le travail derrière. Il faut faire des choix, il faut batailler avec des entrepreneurs qui ne comprennent pas forcément, qui vous font les yeux de coquère les premiers temps, puis après, vous êtes pressés comme des... Voilà, donc c'est vrai que c'est important de pouvoir en parler. Et moi, je voulais remercier cette super association parce que
Voilà, enfin, il n'y a rien qui arrive par hasard. Et moi, ils sont arrivés, j'ai appelé le Miss en disant là, ça va pas, j'ai trop de trucs qui me tombent sur la tête, je vais plus arriver. Et j'ai eu Christophe Piner au téléphone aussi. Après, pareil, Esmeralda, et voilà, ça remet le pied dans le bon chemin, et puis on continue. Mais c'est une bataille pendant encore longtemps. Voilà. Merci en tout cas. Merci Caroline. Voilà, juste une petite précision par rapport justement à l'état de santé. Après avoir justement au téléphone toutes les personnes, pour éviter ce genre de choses, c'est de demander aussi la RQTH. La plupart des personnes ne savent pas qu'elles peuvent la demander. Oui. Donc nous, on va essayer de les mobiliser pour la demander. Pensent souvent qu'elles ne sont pas légitimes de la demander. Alors qu'il n'y a pas d'histoire de légitimité ou pas, c'est simplement que c'est une aide pour retourner au travail, d'aménagement de travail. C'est pas l'handicap dans le GOM. Le handicap, c'est des points en plus, pas des points en moins. Là, c'est pareil, c'est des points en plus. Donc, c'est super important de penser à demander. Mais je vois systématiquement la résistance. Alors, c'est Laetitia qui s'occupe, on envoie les personnes, Laetitia nous aide à monter les dossiers. Mais justement, c'est de penser que, ok, j'ai un cancer ou j'ai eu un cancer, mais de demander la RQTH va vous aider. Et malheureusement, on n'en parle pas de cette RQTH quand vous êtes malade, alors que ça devrait être systématique. Sur une durée. C'est ce qui a fait complètement basculer mon entreprise, justement. C'est quand j'ai apporté la RQTH. Et là, il n'y a plus eu de ping-pong entre la médecine du travail. En fait, la question, c'était comment on passe en invalidité. C'est soit tu reprends à 100%, soit tu te mets en invalidité commerciale. En dessous de 100% d'activité, c'est pas possible. J'ai présenté ma RQTH dès que je l'ai eue et ça a été fini. Ça a été fini en fait. J'ai pu avoir la conciliation, l'aménagement du... Enfin, en fait, j'avais plus le même interlocuteur au bout du fil. Je reprécise que la RQTH, c'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Je vais faire effectivement un rebond. Moi, ce que je conseille à toute personne avec une pathologie chronique, lourde, invalidante et évolutive, parfois, c'est la première des choses, c'est faire le dossier MDPH. Moi, j'ai déjà rencontré un monsieur avec une maladie de Crohn pendant plus de 30 ans et pas de dossier MDPH. Et il ne comprenait pas pourquoi son entreprise ne pouvait pas aménager certaines choses pour lui. Mais à partir du moment où il a eu Sésame, et bien, tout à coup, toutes les portes se sont ouvertes. Alors, c'est vrai que ce qui fait peur, c'est le mot handicap. Mais concrètement, un handicap, c'est quoi? C'est être empêché de. Et à partir du moment où vous êtes empêché, moi je donne toujours cet exemple, notamment des personnes qui ont des TMS, troubles musculo-squelettiques. Je leur dis, moi j'arrive à lever le bras comme ça, est-ce que vous pouvez le faire? Ben non, je ne peux pas. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes empêché d'eux. Donc puisque vous êtes empêché d'eux, moi ce que je vous propose, c'est de constituer ce fameux dossier et de laisser la commission juger. Puisque c'est derrière, il y a une commission à la MDPH qui traite votre dossier. Votre dossier, il y a une partie administrative et une partie médicale. Et clairement, on ne vous donnera pas la reconnaissance qualité de travailleur handicapé ou d'autres droits juste parce que vous avez un nom qui sonne sympa ou parce que vous avez des beaux yeux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Clairement, j'ai des personnes qui me disent « oui, mais je veux laisser ce droit-là à d'autres personnes ». Il n'y a pas un nombre, il n'y a pas un quota. Donc ça, il faut le savoir. Mais ce que j'insiste aussi, c'est clairement, vous êtes limité dans vos activités, dans votre quotidien. Notamment, je pense aux personnes qui ont mal au dos, qui me disent « oui, mais bon, si je retourne travailler, mon poste de travail n'est pas aménagé, mais je ne veux pas faire mon dossier MDPH. » Oui, mais comment est-ce que vous voulez que votre employeur puisse potentiellement vous aider si vous aussi vous êtes en résistance? Donc à partir de ce moment-là, on retravaille et je leur dis, vous pourriez potentiellement aller voir
votre employeur pour qu'il vous aménage un fauteuil, mais un fauteuil adapté, c'est 2 000 €. Et c'est pas sur votre bonne foi qu'il va vous dire, je vais vous offrir un fauteuil adapté. Par contre, amenez-moi la RQTH. Et à partir du moment où on amène la RQTH, on débloque plein de choses. Et n'oubliez pas aussi votre CPF, il n'est plus abondé de 500 €, mais il est abondé de 800 €. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça de droit qui vous permettent aussi, et puis c'est une reconnaissance aussi de ce que vous avez traversé, je trouve. Parce que ça débloque aussi les droits pour l'employeur. Voilà. Vous aidez. Voilà. Et puis, effectivement, il n'y a plus de débat. Je veux dire, vous arrivez auprès de vos RH avec ce fameux document. Alors, encore une fois, c'est du médical. Vous avez le droit ou pas d'annoncer à votre employeur que vous avez cette reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Mais si vous le faites, si vous faites la demande RQTH, vous le faites dans quel sens? Pourquoi vous le faites en fait? Parce que j'ai des personnes qui sont aussi en résistance de ce côté-là, qui ne veulent pas se signaler auprès de l'employeur. Mais si vous le faites, il faut avoir une bonne raison. Et la raison, c'est pas de le garder pour soi en fait. Donc du coup, en le présentant à votre employeur, vous vous ouvrez plusieurs portes. Et puis surtout, encore une fois, c'est une reconnaissance de ce que vous avez traversé. Merci Laetitia. Il y a une question, j'ai pas fait. Alors moi, mon prénom c'est Céline. Je voudrais apporter mon témoignage parce que je réunis beaucoup de choses de ce qui vient d'être dit. D'abord, la première des choses, c'est que je vous ai connu par Facebook. Ça veut dire que c'est très important. Je n'ai jamais entendu parler de vous, mais j'ai vu votre page le jour d'après. Quand je vous vois, je suis encore en plein traitement. Le jour d'après, pour moi, il n'existe pas encore. Donc, il faut savoir que, de manière redondante, quand tu vois ta page, que tu commences à t'intéresser dessus, du moment que tu l'as vu, Facebook va te la représenter. C'est important pour vous de le savoir parce que je ne vous aurais jamais connu si je ne vous avais pas vu sur Facebook. Et c'est vrai que le début de mon histoire, c'est quoi? On est en train de nous parler du jour d'après, au moment où tu es déjà en train d'essayer de voir si le jour de demain va exister. Et ça, c'est important. Ensuite, j'ai Christophe au téléphone, parce que je clique et que je veux un rendez-vous. Et là, Christophe me fait son déroulé, qu'il a l'habitude de faire. Et à la fin de son déroulé, grosse surprise, je lui dis, mais vous inquiétez pas, moi, vous venez de me raconter tout ça, je suis directrice. Parce qu'il me dit, vous inquiétez pas, l'entreprise prend, c'est 2 000 €, etc., vous avez pas. Et il me dit, celle-ci, on ne l'a jamais fait. Je ne pensais pas parler avec la directrice de l'entreprise. J'ai dit, oui, mais je suis quand même directrice salariée. Donc, je suis quand même consciente aussi que je peux avoir des surprises. Mais le directeur, c'est mon ami. Donc, je suis quand même gâtée de l'entreprise. Je ne suis pas inquiète. Et je suis aussi une directrice des ventes. Donc, je manage 700 nanas, tout le monde prend contact avec moi, tout le monde est accolé par la maladie, tout le monde de blablabla, blablabla. Bla. Puis, je m'intéresse vraiment à ce qui se passe, et là, j'ai Esmeralda. Et Esmeralda me raconte l'histoire, les 4 mois et demi, le coaching, le bilan de compétences, tout m'emballe. Évidemment, je suis aussi directrice et je suis aussi l'amie du patron. J'aimerais même que cela ne se fasse. À partir du mois prochain, je suis avec vous. Et là, j'envoie un mail. Non, si on ne me filme pas, c'est mieux. Et là, quand j'envoie le mail, mon ami, mon patron, je suis la directrice, me dit « Mais bien évidemment que nous allons t'accompagner. Donne-nous la date de ton retour à l'emploi. Et quand tu reviendras, en même temps que tu reviendras, tu pourras faire cette formation. D'ailleurs, tu pourrais te la payer avec ton compte CPF. » Et là, je me dis, mon gars, mon ami, t'as vraiment tout compris. Je viens de traverser la traversée du désert, le couloir de la mort, je sors par la bonne porte, et toi, tu me dis, quand tu vas sortir, on t'attend, et là, tu vas te payer la formation en même temps que tu vas reprendre ton poste, en même temps que tu vas être la manager, et en même temps que tu vas envoyer du bois sur 700 nanas. Je rappelle Esmeralda. Je vous fais Esmeralda, c'est quoi RQTH? Et là, je fais partie des cas où je dis comment on peut être handicapé avec un cancer du sein, Esmeralda, c'est pas possible. Et elle commence à discuter avec moi. Et là, vous n'avez pas de temps en temps des pertes de mémoire? Ah ben si. Et là, de temps en temps, vous n'avez pas ceci, cela, le reste. Et en fait, c'est en discutant avec Esmeralda, je me pose et je décide. Et ça, c'est un conseil que je donne. Pendant un mois, j'écris tous les jours ce que j'observe qui n'existait pas auparavant et qui vient d'arriver dans ma vie. Tiens, tous les jours, je dois faire la sieste pendant 2 heures.
tiens, je vais faire les courses au centre de ma ville, et je tourne 3 fois dans le rond-point pour me rappeler où je vais. Rappelons que si je prends mon poste, je fais le tour de France et de l'Europe, et là, je vais tourner. Je ne sais pas d'un point, mais je vais tourner. Parce que ça va être la même chose, mais puissance 10. Et tous les jours, j'écris ces détails-là. Et le jour où je vais voir mon médecin traitant et on remplit le papier, en fait, l'handicap qui n'existait pas, il me pète en pleine tête. Je l'écris de manière très simple. Je n'ai rien surjoué. J'ai juste écrit ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Et grâce à Esmeralda, je lui ai dit, je l'ai rappelé. J'ai reçu 20 jours après la RQTH, reconnue handicapée à 80% quand même. Donc, ce qui veut dire que les détails que j'avais écrits n'étaient pas anodins. Ce qui veut dire aujourd'hui, c'est que j'arrive armée pour redemander maintenant cette fameuse formation avec une carte différente. On en est là. Et c'est dire l'importance de l'association, l'importance. Alors, depuis le temps, j'ai prêché quand même. J'ai envoyé 3 copines monter des dossiers NDPH. Parce que personne n'est handicapé. Celle qui est sourde, qui n'entend rien et qui vit avec ça depuis longtemps. L'autre qui s'est fait écraser le pied en mobilette. Mais personne n'a de handicap. Mais oui. Et je trouve que, quelle que soit la personne, quelle que soit l'entreprise, je ne peux pas être mieux située. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, je suis dans la cible de non. Les gens, ils ont aussi changé pendant la maladie et ils ne considèrent pas du tout l'individu, mais la matière humaine qui s'est modifiée et on n'en a rien à faire de ce qui s'est passé pendant cette période-là. Il faut qu'elle revienne dans le même état et qu'elle avance. Donc merci l'association, merci les discussions, merci énormément parce que si aujourd'hui j'avais pas eu ces démarches-là, ces discussions, je serais dans un état supplémentaire de stress, d'angoisse, alors que là, j'arrive sereinement, je vais avancer à mon rythme, comme je l'ai décidé. Et oui, j'ai la carte, je suis reconnue handicapée, mais je l'ai payée cher pour l'avoir, cette carte-là. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Merci beaucoup, Céline. Bonsoir, Christine. Je suis médecin généraliste. J'ai une question un peu technique pour l'assistante sociale. Sur la question de l'invalidité, j'arrive pas très bien à me positionner moi, pour conseiller les malades. J'aimerais savoir s'il y a une temporalité à respecter par rapport à là où on en est de sa carrière. J'avais plus ou moins dans l'idée que l'invalidité se demandait plutôt quand on était proche de la retraite, mais peut-être est-ce que je me trompe. Donc j'aimerais bien que vous m'aidiez à clarifier ce point et puis comprendre aussi en général dans votre expérience, quel taux d'invalidité on donne aux patients qui ont eu le cancer. Parce que selon la catégorie, la prise en charge n'est quand même pas la même, ça conditionne des années de vie, quoi. On est d'accord. Alors, le taux d'invalidité, c'est pas l'assistante sociale qui le donne, ça sera le médecin conseil. Mais la demande d'invalidité, elle se fait généralement lorsque l'arrêt maladie, on arrive à la fin. Donc, il y a 3 ans d'arrêt maladie, 360 IJ, comme on dit dans le jargon. Et plus on se rapproche de la fin de l'arrêt et plus on peut imaginer que le médecin conseil pourrait prendre la décision, mais au vu des éléments médicaux qui sont en sa possession. Donc c'est pour ça aussi, ce qui est important, c'est de renseigner auprès du médecin conseil, enfin de la sécurité sociale. Alors, pas tous les 3 mois, mais où vous en êtes un petit peu dans votre parcours pour que le médecin conseil il ait ce point-là dans votre dossier. Parce que, en fait, c'est ce type d'élément qui vous fera prendre conscience que le passage en INVA, il est inéluctable. Voilà, pardon. Donc, mais ce qui est aussi, vous êtes médecin généraliste et merci de vous intéresser à ça parce que c'est une grosse bataille avec les médecins aussi qui parfois ne veulent pas trop mouiller la chemise. Voilà, je dis ça, mais et ça reste compliqué. Donc, pour résumer, si l'état de votre patient quasiment à la fin de l'arrêt de travail, il peut être encore évolutif ou alors il y a pas
il n'y a pas de retour en arrière de comme avant. Il faut envisager effectivement le passage, enfin, en tout cas la demande de passage en invalidité. Et en fait, le passage en invalidité, j'essaye aussi de remettre aussi les choses bien au clair, mais c'est lorsqu'il y a une perte de capacité, voilà, pardon, de la personne. Donc même si on est très loin de la retraite, à tout moment dans la carrière, on peut le J'ai déjà vu, j'ai accompagné il y a peut-être 2 ans de ça, une jeune femme avec la maladie d'Ehlers-Danlos, 27 ans, et avec, il n'y avait plus de carrière professionnelle à imaginer avec ce type de pathologie. Enfin, c'était juste pas possible. Mais par contre, il faut savoir, pour l'invalidité, le calcul, effectivement, il va dépendre de votre carrière parce qu'on prend les 10 meilleures années pour... mais si le médecin conseil décide de ce passage en invalidité, j'ai envie de vous dire, il n'y a presque plus de choix. C'est soit vous retournez travailler et vous avez la capacité de retourner travailler à temps complet pour ne pas avoir de perte de salaire, mais si vous êtes à nouveau en arrêt pour la même pathologie et que votre arrêt se termine, ben vous n'avez plus d'IJ, en fait, vous n'avez plus d'indemnité journalière. Ça, il faut le savoir. D'où le passage en invalidité, en fait. Et le passage en invalidité, il permet aussi, notamment lors du passage à la retraite, voilà, il y a certaines choses qui sont aussi qui sont favorables aux personnes qui passent à la retraite. Mais que vous ayez 25 ans, 50 ans ou 59 ans, si le passage en invalidité il est nécessaire et qu'il est décidé par le médecin, conseil, je précise, ben c'est peu importe votre âge en fait, c'est la pathologie et surtout votre perte de capacité qui va jouer. C'est important d'accompagner effectivement vos patients sur cette voie-là. Ce qui est peut-être intéressant de préciser, c'est qu'il y a aussi 3 catégories en invalidité. Effectivement, catégorie 1, alors on est sur du 30% d'incapacité, invalidité 2, 50%, et l'invalidité catégorie 3, alors là, il faut avoir la présence d'un tiers est nécessaire quasiment H24 auprès de la personne qui est en invalidité catégorie 3. Et je fais juste une toute petite aparté, c'est pas parce que vous êtes en invalidité catégorie 1, parce qu'il y a des faux calculs qui sont faits des fois, parce que même les équipes RH, les équipes paye, des fois ne le savent pas, mais la personne ne doit pas travailler à 70% pour avoir 70% plus 30% d'invalidité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Généralement, dans tous les cas que j'ai vus, une personne qui est en invalidité catégorie 1, elle travaille à peu près 50% de son temps, entre 50 à 60% grand maximum. Donc vous avez ça, vous avez l'invalidité, plus j'espère que vous avez des bonnes entreprises, mais avec la prévoyance qui comble et pour lequel il n'y a quasiment pas de perte de salaire. Et catégorie 2, donc là, pour le droit de la sécurité sociale, je tiens à le préciser, parce qu'il y a le droit de la sécurité sociale et puis il y a le droit du travail. Donc le droit de la sécurité sociale, là, le médecin conseil vous dit, vous n'êtes plus en capacité de travailler. Donc, fin de l'arrêt de jeu, en tout cas pour la sécurité sociale. Mais moi, j'ai des assurés qui veulent garder un pied dans l'entreprise et qui travaillent 8 heures par semaine. Voilà, parce que ça leur permet de continuer à bénéficier de tout ce que l'entreprise peut leur apporter, de continuer à voir les collègues, de continuer à voir les primes, alors au prorata, mais tout ça, ça permet en fait d'être dans la vie de l'entreprise en fait. De maintenir un lien. Oui. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'invalidité n'est pas donnée à vie. Elle peut être aussi révisée à tout moment. Effectivement. La Et PTH. oui, En fait. tout à fait. Oui, mais alors moi j'ai une question. Parce que moi je suis reconnue par la NDPH, elle a dit à 80%. Alors ça, c'est la tambouille de la NDPH. Voilà. Parce que vous pourriez être reconnu par la NDPH, mais peut-être en attente de cette invalidité
par la sécurité sociale ou pas. Ça, encore une fois, ça sera à la main du médecin conseil. Donc ça ne veut strictement rien dire. Et C'est d'ailleurs, deux choses différentes. est-ce que je dois apporter cette info au médecin conseil ou il vaut mieux pas, ou non, il quand même il se cale en se disant bon, elle ne peut pas être non invalide d'un côté et 80% d'un autre. Est-ce que vous avez déjà été convoqué? Enfin, après, on peut en parler Non. si vous voulez. Non, mais c'est quelque chose de général. Oui, non, je n'ai pas été convoquée parce que c'est tout récent là. Mais je me suis dit, ben voilà, la MDPH me donne 80%. Le médecin conseil de la sécurité sociale ou de la médecine du travail. Alors, médecin du travail, non, il ne vous donnera rien. C'est le médecin conseil. Oui, parce qu'en fait, voilà, autour de vous, quand vous êtes malade, vous avez 3 médecins avec des missions différentes. Vous avez votre médecin généraliste, votre oncologue, votre spécialiste. Lui, il a pour mission de vous soigner, de vous arrêter, de vous donner votre traitement. Deuxième position, vous avez le médecin conseil. Je vais le mettre en troisième position. Je vais mettre le médecin du travail. Le médecin du travail, lui, il est là pour savoir si vous avez la capacité de reprendre et sous quelle forme. Est-ce qu'il faut aménager les horaires? Est-ce qu'il faut aménager votre poste de travail? Donc voilà, vous faites le lien et vous pouvez, lors de votre arrêt, je précise, vous pouvez demander à voir le médecin du travail dans le cadre de la pré-reprise. La pré-reprise, c'est important, elle est à votre main. Pas besoin d'appeler votre employeur pour demander un rendez-vous, c'est vous et le médecin du travail, et personne d'autre. Et vous n'avez pas besoin d'appeler votre employeur pour faire un petit retour en disant bah là j'ai vu le médecin du travail, il m'a dit que pour l'instant c'était pas terrible donc je continue. Pas besoin, vous n'êtes vraiment pas obligé de vous justifier. Et la troisième position, c'est le médecin conseil qui lui a aussi des objectifs différents. Voilà. Lui, il jauge le temps de l'arrêt, le traitement, voilà où vous en êtes. Et puis à un moment donné, s'il estime qu'il faut mettre fin à l'arrêt, mettre fin aux EJ, passer en invalidité, ben, il le fera. Voilà. Merci. Il y a une question, Anna qui veut poser une question. Rebonsoir à tout le monde. Je voulais juste témoigner par rapport à l'invalidité. Pour vous dire, j'ai 39 ans et je suis arrivée à la fin de mes 3 ans de ALD en 2024. J'ai été opérée 3 fois en 4 mois et donc j'ai eu médecin conseil qui m'a appelée pour faire le point justement à la fin de ces 3 ans qui allaient arriver en avril. Et s'est posé la question de savoir comment j'allais continuer pour mon parcours.